Bienvenue à notre cours sur les équilibres liquide-gaz dans un contenant fermé à volume constant. Nous nous trouvons dans le chapitre 2 du livre de Mme Tournier, dans la section 1, et nous débutons un chapitre où nous allons examiner ce qui se passe si nous fermons un contenant. Nous avons, premièrement, un contenant qui contient du liquide, symbolisé par le L. Le liquide est placé dans le contenant qui était avant complètement vide. Et donc, il n'existe rien au-dessus du liquide. On mesure la pression qui existe au-dessus du liquide en tout temps grâce à un manomètre et on examine comment la pression va changer. Au tout début, nous avons un liquide et nous venons tout juste de le voir, la distribution des énergies cinétiques dans le liquide suit une courbe selon la distribution des énergies cinétiques de Boltzmann et la flèche ici symbolise les énergies de liaison qui permettent aux molécules liquides de s'évaporer. Les molécules qui ont une énergie cinétique supérieure à l'énergie de liaison vont s'évaporer éventuellement pour devenir gazeuses. Et donc, en premier, au départ, nous avons de l'évaporation. Évaporation, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Les molécules du liquide s'évaporent pour devenir des molécules gazeuses. La pression augmente. Éventuellement, les molécules gazeuses, en deux, commencent à être de plus en plus nombreuses. Elles ont, elles aussi, une énergie cinétique qui leur est propre et qui varie selon la température. Nous avons ici un examen d'une distribution des énergies cinétiques des molécules gazeuses présentes ici dans le gaz. L'échelle semble être identique, mais c'est dans le fond, pardonnez-moi, vous m'excuserez, c'est en fait une échelle différente. Donc une échelle qui est différente, ce n'est pas la même. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une énergie de liaison qui est identifiée à être la même que celle ici. C'est-à-dire, ça signifie la chose suivante. Les molécules gazeuses qui ont une énergie inférieure, une énergie cinétique inférieure à cette valeur-là, si elles frappent la surface, elles vont se condenser. Dans la partie 2, il y a encore de l'évaporation. Évaporation du liquide, beaucoup. Mais soudainement, il y a de la condensation. De plus en plus. Condensation, c'est quand le gaz passe à la phase liquide. Éventuellement, lorsque l'évaporation et la condensation vont atteindre la même vitesse. 3. Juste ici, je vais l'écrire là. Quand l'évaporation et la condensation ont la même vitesse, le système est à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'équilibre? Ça veut dire il y a autant d'évaporation que de condensation. Mais aucun changement visible. C'est pas parce qu'on ne voit pas le niveau d'eau qui change qu'il n'y a aucun échange entre le liquide et le gaz. C'est juste que l'échange qui condense et l'échange qui évapore se font à la même vitesse. Lorsque nous arrivons à l'étape 3, où on se retrouve dans un système à l'équilibre, la pression qu'on lit, la pression devient pression à l'équilibre. Donc, le P qu'on remarque ici deviendra P0, qui est le symbole de la pression de vapeur à l'équilibre.
Et la pression de vapeur à l'équilibre, elle possède un deuxième nom, qui est en fait la tension de vapeur. Ce sont deux synonymes. Alors, il existe trois termes qu'il ne faut pas mélanger. Pression de vapeur, c'est juste la pression au-dessus d'un liquide. Pression de vapeur d'équilibre, c'est la pression de vapeur au-dessus d'un liquide lorsque le système est à l'équilibre. Et son synonyme, tension de vapeur. Regardons maintenant, qu'est-ce qui influence la tension de vapeur? Eh bien, vous l'avez déjà mentionné, la température influence la tension de vapeur. Parce que plus la température est élevée, plus la pression sera élevée, donc la tension de vapeur sera influencée par la température. Le deuxième facteur, c'est la nature du liquide, qui deviendra un gaz, ou nature de la substance, pardon. De la substance. Dépendamment de sa nature, la substance aura une volatilité ou une tendance à s'évaporer différente et donc influencera la pression qui existe au-dessus d'un liquide. Nous regarderons donc les deux facteurs indépendamment. Commençons donc par l'influence de la température sur la tension de vapeur. La température influence l'énergie cinétique ou la distribution des énergies cinétiques dans un échantillon. Si la température est élevée, eh bien l'énergie cinétique est plus élevée. La courbe, si la température augmente, eh bien il y aura une augmentation du nombre de particules gazeuses et donc la pression augmentera. Ce qu'on remarque, c'est que lorsque la température augmente, la pression ici qui existe au-dessus d'un liquide sera supérieure. Et la tendance n'est pas une linéarité, ou n'est pas une ligne linéaire, telle que mentionnée ici par l'équation des gaz parfaits, ce sera plutôt une courbe qui tend vers le haut, une croissance exponentielle, ce n'est pas linéaire. Retenez ce graphique-là, vous allez pouvoir vous en servir. Lorsque la température augmente, la pression de vapeur d'équilibre, symbolisée par des points sur cette courbe-là, elle augmente. La deuxième chose qui influence la tension de vapeur, c'est la nature de la substance. Comme nous l'avons dit précédemment, deux molécules A et B, ou deux substances A et B qui ont des énergies de liaison différentes, A étant moins volatile, B étant plus volatile, eh bien, elles présenteront forcément des tensions de vapeur différentes. Pardonnez-moi. Par exemple, lorsque l'évaporation et la condensation sont en équilibre, la pression de vapeur que l'on observe pour A pourrait avoir la courbe suivante. Pression de vapeur d'équilibre pour A selon la température. Eh bien, on a dit que B est plus volatile. Et donc, si on prend une température, par exemple ici, cette température-là, B devrait s'évaporer plus, donc devrait avoir une tension de vapeur plus élevée. P0 de A, eh bien P0 de B devrait être plus élevé. C'est ce que l'on observe. Et si à chaque température on fait cette analyse-là, on obtient une deuxième courbe supérieure ou plus élevée que l'autre pour B. Si vous regardez dans le tableau 2.3, dans le livre de Mme Tournier, tableau 2.3, qui se situe à la page 34, vous allez vous rendre compte que la tension de vapeur en kilopascal et la température, sur un même graphique, on a représenté trois substances qui donnent des courbes avec cette allure-là. Et les trois substances sont du CHCl3, du CH3CH2OH
et du H2O. La nature de la substance faisait varier l'énergie de liaison. Comment? Eh bien, on examinait le type de liaison qu'il existait dans la substance. Par exemple, pour le CHCl3, il y a des liaisons intermoléculaires de type Van der Waals. Mais il n'y a pas de liaison hydrogène. Pour le CH3CH2OH, il y a des liaisons de Van der Waals et aussi la possibilité de faire des liaisons hydrogène car il y a un H sur un oxygène. Ensuite, pour le H2O, il y a bien sûr des liaisons de Van der Waals possibles, mais aussi beaucoup de liaisons hydrogènes parce qu'il y a 2 hydrogènes sur chacun des oxygènes. Et donc, plus la substance possède de possibilités de faire de liaisons intermoléculaires d'un type ou de l'autre, plus l'énergie de liaison est grande, moins elle est volatile. Et donc, pour une même température, on se rend compte que l'eau est moins volatile que le CH2CH3OH, qui lui est aussi moins volatile que le CHCl3. Et c'est l'énergie de liaison qui nous permet de classer ces molécules-là en termes de volatilité. On se revoit en classe pour clarifier tout ça. Bon travail!